Ce lundi 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Le thème choisi cette année, la radio, c'est vous. L'UNESCO invite toutes les stations de radio et autres organisations de médias à se joindre à elle pour célébrer cette journée. Vous entendrez la déclaration du gouvernement lue par le ministre de la Communication. Plus de 38 milliards de francs CFA seront déboursés pour améliorer les services de santé. Il s'agit de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire avec la couverture maladie universelle qui va démarrer. L'actualité, c'est aussi la RDC qui est toujours dans l'attente d'une date pour le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Le gouvernement congolais et l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques du leader de l'opposition. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Nous sommes le 13 février et c'est la journée mondiale de la radio. Le thème de cette 6e édition est la radio, c'est vous. L'UNESCO invite toutes les stations de radio et autres organisations de médias à se joindre à elle pour la journée mondiale de la radio 2017, l'occasion de célébrer la radio et son impact sur notre vie. La radio qui reste le moyen le plus dynamique, le plus réactif et le plus attractif qui existe, s'adaptant aux changements du 21e siècle et offrant de nouvelles façons d'interagir et de participer. Je vous propose d'écouter la déclaration du gouvernement lue par le ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné. Depuis 2011, le 13 février de chaque année est décrété par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, Journée mondiale de la radio. Occasion de déposer le micro et réfléchir sur ce média qui est aujourd'hui le plus accessible au monde. Le thème de l'édition 2017 de la Journée mondiale de la radio est « La radio, c'est vous ». Ce thème interpelle de toute évidence tous les acteurs de la radio, à savoir les professionnels, les politiques, les femmes, les hommes, les jeunes, sur l'importance de ce média dans la manière dont il interagit en franchissant les frontières culturelles par le partage de l'actualité, de l'information, de l'éducation, de la musique. Selon le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, plusieurs facteurs militent en faveur de cette célébration. Il s'agit notamment de la capacité de ce média à renforcer la cohésion sociale. C'est pourquoi le thème de la présente édition est centré sur la participation et sur l'engagement du public, de nos concitoyens, appelés à s'approprier la radio plus que par le passé. Pour ce faire, les responsables de nos radios, qu'elles soient publiques ou privées, communautaires, confessionnelles ou commerciales, sont invités à donner la parole aux auditrices et aux auditeurs tout au long de l'année 2017. Car c'est en écoutant son auditoire qu'une radio est non seulement en mesure de satisfaire les attentes de son public, mais aussi de créer la diversité d'opinions et de points de vue nécessaires pour relever les défis d'une saine information, d'une information juste, crédible et constructive. Depuis 1992, le gouvernement ivoirien a procédé à la libéralisation de ce secteur. L'on dénombre à ce jour 172 radios, dont 159 appartenant au secteur privé. Notre pays connaît depuis quelques semaines des mouvements d'humeur de certains éléments des forces armées de Côte d'Ivoire qui expriment ainsi des préoccupations auxquelles les autorités gouvernementales et les chefs militaires s'attellent à apporter des réponses. Malheureusement, il nous est donné de constater que relativement à ces mouvements d'humeur, certains organes de presse divulguent de fausses informations de nature à inciter les soldats à la révolte. Il en est ainsi notamment des publications du samedi 11 février 2017 des quotidiens Soir Info, Le Temps, Notre Voix et l'Inter. Ces agissements tombe sous le coup des articles 69, alinéas 4 et 5 et 73 de la loi numéro 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse et 174 alinéa 2 du code pénal qui réprime la diffusion de fausses nouvelles, les incitations de militaires à l'insoumission et à la rébellion, les atteintes à l'autorité de l'État et la publication d'informations fausses se rapportant au secret de la défense et à la sûreté
de l'État. Suite à ces publications, le parquet a ouvert une enquête et les directeurs de publication des organes de presse ayant publié les articles en cause ainsi que les rédacteurs des dits articles ont été interpellés. Leurs auditions se poursuivent afin de situer les responsabilités. Le parquet en appelle à la responsabilité des dirigeants des organes de presse et tient ainsi à prévenir ce genre de dérive susceptible de troubler gravement l'ordre public. Fait à Abidjan le 12 février 2017, le procureur de la République. Hier dimanche 12 février, l'on a célébré la journée internationale des enfants soldats. On estime que 300 000 enfants soldats, des garçons et des filles de moins de 18 ans, sont mêlés à plus de 30 conflits dans le monde. Ils sont utilisés comme combattants, coursiers, apporteurs ou cuisiniers et pour fournir des services sexuels. Certains sont recrutés de force ou enlevés, d'autres s'enrôlent pour fuir la pauvreté, la maltraitance et la discrimination ou pour se venger des auteurs d'actes de violence commis à leur encontre ou contre leur famille. On en parle avec Michel Digri. Moi seul, j'ai déjà tiré peut-être 5 lignes d'ici et j'ai appris le Arapidji. Beaucoup ont blessé. Dans le monde entier, des milliers de garçons et de filles sont recrutés dans des forces armées gouvernementales et des groupes rebelles pour servir de combattants, de cuisiniers, de porteurs ou encore de messagers. Ils se battent très bien, comme des grands, même dépasser les autres. On les appelle communément enfants soldats. Derrière ce thème générique se cache une dure réalité. Qu'ils soient témoins des conflits ou forcés d'y prendre part, ces enfants et adolescents sont avant tout des victimes. Réduits à la servilité, violentés, abusés sexuellement, exploités, blessés. Privés de leurs droits et de leur enfance, ils subissent les lourdes conséquences physiques et psychologiques de cet enrôlement quand ils ne sont pas tués. En 2014, les enfants soldats engagés dans les conflits sont estimés à 250 000 repartis dans une vingtaine de pays à travers le monde. 130 000 ont été identifiés en Afrique, dans les rangs 40% de filles. Depuis 1998, les actions de l'UNICEF ont permis de libérer et de réinsérer plus de 100 000 enfants soldats. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement sanitaire et du démarrage de la couverture maladie universelle, la Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires au développement, vient d'initier le P2RSE. C'est le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux agents endémiques de plus de 38 milliards de francs CFA. Un projet qui vise l'amélioration, l'utilisation et la qualité des services de santé avec l'accent mis sur la santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi que sur les services de nutrition. Léon Brou, RTI Boaké. Améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé, finalité du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, PRSSE. Une approche qui met l'accent sur la santé maternelle, néonatale et infantile ainsi que les services de nutrition. Ce projet, dans le cadre du FBP, financement basé sur la performance qui consiste en une gestion contractuelle dans laquelle les établissements sanitaires reçoivent pour leur fonctionnement des ressources additionnelles en fonction de la qualité des actes de santé produits et facturés. Pour le gouvernement, le FBP va faciliter la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Le financement qui se faisait de façon mécanique se fera plutôt sur l'évaluation des indicateurs et sur la base de cette évaluation, on continuera à financer, à augmenter le financement ou à retirer. Déjà, 4 districts sanitaires ont mis en œuvre le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques depuis l'adoption en juillet 2016 du financement basé sur la performance par le gouvernement ivoirien. Cette deuxième phase, lancée ce mercredi 8 février à Yamoussoukro, concerne 10 autres districts sanitaires. Le PRSSE est financé par l'Association internationale de développement, en abrégé AID, du groupe de la Banque mondiale. Je voudrais réitérer l'engagement de la Banque mondiale à vous accompagner afin d'identifier les voies et moyens les mieux accélérer le progrès vers l'atteinte spécifique de PBF en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, 7 millions de personnes, dont 60% de femmes, vont bénéficier du financement basé sur la performance à travers le PRSSE qui prend fin en 2020. Ce système est mis en œuvre dans 41 pays. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'Institut national de la statistique ont signé récemment un accord cadre de coopération. Cela pour produire, utiliser et diffuser les données statistiques sur les activités commerciales et industrielles en Côte d'Ivoire. L'accord a été signé dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau en présence de notre reporter Juliette Ouéa. L'information économique et financière est utile aux entreprises pour notamment avoir des chiffres fiables, faire évoluer leurs activités et maîtriser l'environnement des affaires. C'est pour permettre aux entreprises de Côte d'Ivoire d'avoir la bonne information au bon moment que l'Institut national de la statistique et la Chambre de commerce et d'industrie ont signé une convention de partenariat. La Chambre de commerce est l'élément central qui joue un peu les leviers entre ces entreprises et nous. Ça va nous permettre de pouvoir parler aux entreprises, leur dire voilà ce qu'on fait avec leur déclaration statistique et fiscale, parce qu'à la fin, on sort des statistiques. Mais ce n'est pas des statistiques individuelles par entreprise, mais plutôt des regroupements au niveau de ces différentes entreprises-là qu'on sort. Donc, ça donne des indications sur l'évolution de l'économie en Côte d'Ivoire. Et deux fois aussi, on va auprès de ces entreprises-là pour leur poser certaines questions sur l'évolution de leur activité, sur l'évolution de leur chiffre d'affaires dans les 2, 3, 4 mois à venir. On ne peut pas, en tout cas, réussir un business sans chiffres, sans maîtriser l'environnement. Or, à travers les statistiques que nous recevons de l'INS, nous pouvons effectivement faire un programme, faire un plan par rapport aux chiffres. La signature de cet accord entre l'Institut national de la statistique et la Chambre de commerce et d'industrie va également permettre à ces deux structures de mutualiser les moyens et expertises et réaliser des projets communs. Les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody veulent mieux organiser les filières professionnalisées. Ils se sont réunis récemment au pôle scientifique et d'innovation de Bingerville au cours d'un atelier de 2 jours qui a été initié pour réfléchir sur la question. De façon spécifique, il s'agira de constituer une base de données des filières professionnalisées et d'élaborer un canevas. Reportage Herman Niamie. Avec la massification des effectifs dans les universités publiques de Côte d'Ivoire, les responsables des universités veulent offrir d'autres opportunités aux étudiants. D'où l'adoption des filières professionnalisées, objet de cet atelier. Il s'agit au cours de cette rencontre de constituer une base de données des filières professionnalisées et d'élaborer un canevas de suivi et d'évaluation de ces filières. Les filières professionnalisées sont une branche extrêmement importante dans nos formations. Tout le monde n'est pas fait pour la recherche et tout le monde ne peut pas faire de la recherche. Il faut bien que ceux qui ne peuvent pas avoir accès à la filière de recherche puissent avoir une autre filière, celle dite professionnalisée. Pour la tutelle, toutes les initiatives visant à favoriser l'accès à un emploi décent aux diplômés doivent être soutenues. Les filières professionnalisées doivent non seulement élaborer les curricula avec le concours des experts du secteur privé, mais aussi mettre à contribution les professionnels du marché du travail dans la formation de la jeunesse estudiantine de notre pays. L'adoption de filières professionnalisées vise à relever le défi de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, car après leur formation, les étudiants issus des filières professionnalisées sont aptes à l'emploi. En réorganisant donc ces filières, les responsables des universités veulent offrir beaucoup de possibilités d'emploi aux nombreux étudiants issus des universités publiques. L'Union des femmes handicapées de Côte d'Ivoire souhaite de meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants handicapés. Des enfants qui ont droit à l'éducation et qui doivent aussi bénéficier des mêmes conditions d'apprentissage. L'Union des femmes handicapées de Côte d'Ivoire a, au cours d'une cérémonie, invité les autorités à la prise en compte des difficultés des enfants handicapés dans le système scolaire. Konaté Moussa nous en dit plus. Langage des signes, lecture en braille. 2 modes d'apprentissage destinés respectivement aux enfants sourds, muets et non-voyants.
des méthodes d'enseignement dispensées à l'Institut national des aveugles et à l'École nationale des sourds, les seuls centres spécialisés en Côte d'Ivoire situés dans la commune de Yopougon. Pour l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, les enfants en situation de handicap doivent bénéficier des mêmes conditions de formation que les autres. Les enfants handicapés, vu leur situation particulière, il est évident que les enfants handicapés ne peuvent pas aller à l'école partout en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'existe qu'une seule école des sourds et une seule école des aveugles. École obligatoire pour tous les enfants. Des initiatives sont donc en cours pour un meilleur encadrement des enfants handicapés. Pour les sourds, il y a des enseignants qui ont été formés justement au langage des signes et former aussi les enseignants à la lecture ou bien à l'écriture braille. À terme, ce ne sera même pas nécessaire de construire des écoles spécifiques pour des élèves malentendants et des élèves qui sont sourds. L'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire entend poursuivre ses actions de sensibilisation pour la prise en compte des conditions de vie des enfants en situation de handicap dans le système scolaire. Dans le cadre de ces activités de protection et d'assistance en faveur des réfugiés en Côte d'Ivoire, l'unité de protection au bureau du HCR à Abidjan, en collaboration avec le Sahara et l'ASAPSU, a organisé un atelier de formation et d'information à l'endroit des représentants des communautés de réfugiés. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les réfugiés sur leurs droits et leurs obligations, de leur rappeler quelques principes inhérents aux opérations de rapatriement et aux programme de réinstallation. Herman Yamien, reportage. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sous la condition de se conformer aux lois de la République, nous dit l'article 23 de la Constitution ivoirienne. Mais les réfugiés vivant en Côte d'Ivoire connaissent-ils leurs droits et devoirs? C'est pour les outiller sur la question que l'unité de protection au bureau du HCR à Abidjan, en collaboration avec le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, initie cet atelier au profit des représentants des communautés de réfugiés. Cet atelier aujourd'hui est un atelier pour lequel nous donnons une importance capitale, dans la mesure où nous pensons qu'il est bon de réitérer, il est bon de rappeler aux bénéficiaires, à savoir les réfugiés, les devoirs qu'ils ont en tant que réfugiés, mais aussi les droits qu'ils peuvent avoir en tant que réfugiés sur le sol ivoirien. Donc pour nous, en les réunissant ici, c'est de mettre en place un cadre de dialogue permanent pour que demain, toutes les questions relatives à leur dignité, à leur sécurité en Côte d'Ivoire, soient traitées avec tous les acteurs. Pour cet atelier de sensibilisation des réfugiés sur leurs droits et devoirs, les initiateurs ont associé l'ONG ASAPSU, qui œuvre avec abnégation à apporter réconfort et soulagement à tous les réfugiés ayant trouvé asile en Côte d'Ivoire. Notre devoir, c'est de faire toujours que demain soit meilleur pour les réfugiés. Donc nous sommes là pour vraiment faire en sorte que leur séjour en Côte d'Ivoire, ce que nous pouvons faire pour leur dignité, qu'on puisse le faire. La Côte d'Ivoire a accueilli plus de 400 000 réfugiés libériens et environ 45 000 réfugiés sierra-léonais fuyant les guerres civiles qu'ont connues ces pays. À ce jour, 1357 réfugiés de différentes nationalités vivent encore dans le pays. Bon nombre de jeunes baoulés ont compris qu'être tisserand aujourd'hui est un moyen de lutte contre la pauvreté. Ils ont donc choisi d'exercer le métier. Le pagne baoulé qu'ils tissent est devenu un produit touristique, même s'ils ont du mal à tirer profit du fruit de leur travail, à cause notamment de la non-maîtrise des circuits de commercialisation de leur production, d'où la question de leur organisation. Incursion dans ce secteur du pagne tissé en pays baoulé, c'est un dossier et il est signé Eugène Atoubé. Le temps d'une escale, ces voyageurs en partance pour Boaké se laissent attirer par les pagnes baoulés exposés.
La scène se déroule dans le village de Sakiaré, à une trentaine de kilomètres de Yamoussoukro. Les vendeurs en proposent de toutes les qualités, de tous les genres, dans divers motifs et à des prix variés. Pour s'offrir un pain baoulé, il faut débourser entre 12 000 et 80 000 francs CFA, selon le modèle et la qualité choisie. À l'extérieur, moi j'ai acheté les mêmes pagnes à 12 000 francs. Et je viens en Côte d'Ivoire, là où on fabrique, même je trouve encore à 12 500 francs. C'est cher. Ce travail, sincèrement dit, c'est un bon travail. Autant ça marche, bon, tu peux atteindre au moins 200 à 300 000 par jour, si ça marche. A priori, une activité lucrative. Mais les tisserands sont loin de tirer le meilleur profit de leur labeur et de leur génie. Signe visible, les hangars d'exposition faits à partir de matériaux précaires, à l'exemple de ceux que l'on voit dans les villages entre Yamoussoukro et Bouaké. Il y a aussi que les tisserands opèrent encore dans l'informel. Nous cherchons à ce que nous soyons aidés sur tous les plans, c'est-à-dire les ateliers et même un préau, parce que lorsqu'il pleut, on ne peut plus travailler. Lorsqu'il fait soir à une certaine heure, on ne peut plus travailler. Donc nous souhaiterons une aide, qu'elle soit financière ou matérielle. Étant affilié à la Chambre des métiers, qui est l'interface entre l'État et nous, nous voudrions bien avoir un financement peut-être demandé par la Chambre des métiers pour nous, parce que nous sommes des entrepreneurs. Donc on a besoin de formation, de financement et d'avoir un site de travail, un site adéquat pour pouvoir travailler. Autant l'on est séduit par le génie des tisserands, autant l'on est frappé par le caractère sommaire de leur matériel de travail, comme celui utilisé par Yao Mathurin au quartier Belleville à Bouaké. Un métier à tisser à l'ancienne, une navette traditionnelle et seule trace de modernité, les rouleaux de fil produits manufacturés. Mais le milieu reste vautré dans l'informel et le manque d'un esprit coopératif. Conséquence, difficulté d'accès à l'approvisionnement en fil, matière première indispensable, et la non-maîtrise des circuits de commercialisation. Les tisserands de Bomizambo et Kondé Yaokro ont compris la nécessité de sortir de l'informel par une meilleure organisation. Aujourd'hui, les résultats sont prometteurs. Ces tisserands, il y en a qui ont des voitures. Ils les ont achetées avec le fruit des pagnes, ce qu'ils ont tissé. Il y en a qui ont construit. D'autres ont fait des études avec cet argent. Donc c'est une entreprise. Elle est encore au stade artisanal, c'est vrai. Mais si on s'y implique, vous verrez qu'aujourd'hui, ça va aller. Le tissage, c'est un métier traditionnel. Donc il faut qu'on soit dedans, mais que ça soit un peu perfectionné. Comme nous sommes en coopérative, nous souhaiterons avoir un financement pour nous aider à payer facilement les entrants concernant le travail du tisserand. Plus professionnels, les tisserands de Bouaké, Gonfreville, installés par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. L'organisation qu'ils ont mise en place s'inscrit dans un projet de lutte contre la pauvreté. Grâce à une parfaite maîtrise du circuit de commercialisation des pagnes, ces jeunes organisés en coopérative tirent un réel bénéfice de leur activité. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais ici, aujourd'hui, tout ce qu'on veut faire, grâce à ce soutien-là, on peut faire. Donc, le soutien nous apporte quelque chose. Nous travaillons avec nos propres moyens. Si on avait de l'aide, des subventions, on pouvait encore faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Sinon, le métier de tisserand nourrit son homme, quand il est fait avec du sérieux. Le pain baoulé attire et plaît surtout par sa double dimension de produit identitaire d'un peuple issu à l'origine du sacré et aujourd'hui touristique. À ses promoteurs, les tisserands notamment, de savoir obtenir un retour sur investissement qui leur soit vraiment profitable. Car pour ce qui est vu aujourd'hui, ces tisserands paient le prix de leur inorganisation. Dossier signé Eugène Atoubé. Demain, 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin, un jour considéré par de nombreux pays, dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion, ou même des dîners somptueux en amoureux. Avant l'événement, cette date importante pour tous ceux qui s'aiment, je vous propose de visiter quelques restaurants. Vous allez découvrir
quelques mets, un avant-goût avant le 14 février. Et votre guide s'appelle Ami Sissoko. Pâte à choux fourrée en apéritif. Duo de verrine surprise à la crème fouettée pour l'entrée. Petit cœur en pâte feuilletée fourrée à la mousse de courgettes et d'aubergines en plat. Une mousse au chocolat noir crème pâtissière soufflée à la chantilly en dessert. Le tout accompagné d'un cocktail de bulles au rosé d'hibiscus. C'est ce que propose entre autres ce chef cuisinier aux amoureux du 14 février. Je prends délicatement et je viens les poser dans l'assiette. Je mets mon petit cœur en mousseline, haricots, carottes, navets. Une petite sauce, je mets un peu de basilic frais. En décor, du basilic frit. Voilà. Et je la nappe délicatement avec cette jolie couleur jaune sur les queues de l'os. Le service est prêt pour la 22 ? Oui, chef. À chaque fête, sa spécialité culinaire. Pour les mets de Saint-Valentin, place au romantisme, de l'apéritif au dessert en passant par les différents plats. Dans ce complexe hôtelier, des mois sont nécessaires pour la préparation des mets de Saint-Valentin. Dès au moins 4-5 mois avant, l'équipe se rassemble pour déterminer quel va être le choix en effet, proposer une carte spécifique pour cette soirée-là et déjà préparer tout ce qui concerne les coûts matières, la fixation du prix de vente et le marketing culinaire qui va s'accompagner sur ces plats. Le mets à déguster pour ce jour dédié à l'amour doit être non seulement particulier, mais fait avec la plus grande attention. Pour avoir des saveurs bien associées et être prêt pour le 14 février, 2 couples vont déjà déguster les plats à la carte. Sylvain et Edwige choisissent de s'installer dans la cabane perchée, à l'abri des regards pour savourer leurs plats. On vient de finir de découvrir les menus du chef. En tout cas, on n'est pas déçus. C'était très bon et ça promet que le jour de la Saint-Valentin, on va revenir. Le jour de la Saint-Valentin, c'est sûr qu'on reviendra parce que moi, cet endroit-là m'a plu, m'a accroché, donc je n'irai pas ailleurs. Pour Marion et Jean-Éric, le chef Quesnel a fait voyager leurs papilles au pays des saveurs exquises. On s'est régalé, donc les plats étaient vraiment originaux et puis assez atypiques dans les saveurs. Puis c'était très complet. Le fait d'allier un petit peu des saveurs d'ici, de Côte d'Ivoire, un petit peu qui sont retravaillées de manière originale, ça c'est une bonne idée. Cerise sur le gâteau, le dessert, mousse au chocolat noir, tiramisu à la passion. Tiramisu, c'est élève-moi vers le haut. Vous savez, Manfredi disait pour le café Lavazza, più mi tira giù, più mi tira su. Ça veut dire que plus je mets de café dans mon estomac, plus il me remonte. Donc le tiramisu, c'est un remontant. C'est un tiramisu parce qu'en fait, c'est une triple crème qu'on appelle le mascarpone et qui est très riche. Et donc, ça remet en forme. Donc le tiramisu a été exotisé, pas exotisé, avec un coulis de passion. Pour le 14 février, fête de l'amour, pour séduire le palais des amoureux, les restaurateurs allient tradition et modernisme, histoire de faire passer une soirée exceptionnelle au tourtereau. On peut déjà, par anticipation, souhaiter bon appétit à tous les amoureux du monde entier. La page culture de ce journal. À présent, l'artiste peintre Samir Zarour a 50 ans de carrière. Premier Ivoirien diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, il a décidé d'exposer ses toiles à l'occasion de ce cinquantenaire. Une exposition qui a lieu à l'hôtel Sofitel Ivoire jusqu'au 2 avril prochain. Godefroy Okambawa, Patricia Omouetia. 50 ans de carrière pour l'artiste peintre Samir Zarour. Des années, l'homme est resté l'ambassadeur de la peinture ivoirienne à travers le monde. Pour ce vernissage marquant ses 50 ans de carrière, Samir est resté fidèle à son style, le surréalisme. Des toiles colorées avec une touche féminine. La femme, c'est la plus belle créature qui existe sur Terre. Et pour moi, la plupart des grands artistes depuis l'Antiquité, la femme fait partie de la base même de la création de l'art. Et parce que le corps d'une femme inspire beaucoup les artistes. Et moi, je suis très sensible à la beauté plastique de la femme. La peinture ivoirienne est très riche, mais elle a besoin d'être disciplinée. Elle a besoin d'être disciplinée, elle a besoin d'être aidée. On voit que ces couleurs sont plus éclatantes. Ça veut dire que comme le vin se bonifie, aujourd'hui, Samir Zarour est arrivé à un niveau de sa peinture
vraiment très appréciable. Pour son œuvre, Henriette Conan-Bédier, marraine de ce vernissage, a traduit sa reconnaissance à l'artiste. Il est d'une grande sensibilité, et avec des couleurs absolument magnifiques, des tableaux magnifiques. C'est un grand peintre. D'origine libanaise, Sami Zarour est le premier Ivoirien diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris. Et pour cette exposition qui se tient du 8 février au 2 avril 2017, le peintre rend hommage à la femme. Je vous le disais en titre, la RDC est toujours dans l'attente d'une date pour le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Le gouvernement congolais et l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques du leader de l'opposition. L'UDPS conditionne même le rapatriement de la dépouille de l'opposant historique par la mise en place du gouvernement issu de l'accord du 31 décembre. Étienne Tshisekedi, l'opposant historique congolais, même disparu, continue d'être au centre de la polémique en République démocratique du Congo. Un gouvernement congolais et Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, son parti, ne sont pas encore parvenus à trouver un accord sur l'organisation de ces obsèques. Le 7 février dernier, c'est le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui déclarait que sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila, le gouvernement couvrira toutes les charges de l'organisation des obsèques, annonçant du coup la mise en place d'un comité d'organisation. Du côté de sa famille politique, on ne parle pas le même langage. L'UDPS, son parti, conditionne le rapatriement de sa dépouille par la mise en place du gouvernement issu de l'accord du 31 décembre. Dans l'accord du 31 décembre, le leader charismatique de l'opposition congolaise en RDC avait été désigné président du Conseil national de suivi de cet accord, issu des négociations directes sous l'égide de la conférence épiscopale nationale du Congo. Étienne Tshisekedi n'est plus, les cartes doivent être redistribuées. En attendant que cette épineuse question soit résolue, les militants du parti d'Étienne Tshisekedi restent inconsolables. La République démocratique du Congo attend avec impatience que lui soit ramené le corps de l'opposant politique afin de lui rendre un hommage à la hauteur de l'homme politique charismatique qu'il était, afin de lui rendre un dernier bain de foule. C'était un commentaire d'Herman Guivet. C'est ici que l'on s'arrête pour ce lundi. Merci de nous avoir suivis. À demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble.